Bienvenue Moustapha Saimi. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. L'objectif du débat d'aujourd'hui, Moustapha Saimi, c'est revisiter 20 ans de vie politique. Quels sont les faits politiques marquants de ces 20 dernières années? Qui sont les hommes avec un grand H qui ont marqué l'histoire politique selon vous, mais un marquage qui se veut à la fois par la grandeur et la capacité de prendre des décisions politiques, à avoir pris de la hauteur, mais aussi, et surtout d'ailleurs, j'ai envie de dire, par l'action publique et l'action politique de ces 20 dernières années. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vous ont marqué, qui ont marqué l'histoire politique? On en parlera et on en débattra tout à l'heure. Et on finira avec cette notion aussi de trait d'union entre passé, présent et avenir. Savoir si le passé est nécessaire pour savoir d'où on vient. Reste à savoir quelle direction politique prendre pour les prochaines années. Ça sera le dernier volet du débat, Moustapha Saimi. Mais depuis le début de la semaine, on a ouvert le débat, l'info en face, sur transformation économique et sociale, transformation culturelle hier et dynamique culturelle. Et je veux savoir, est-ce que vous voulez volontairement finir par de la politique? Et par la politique, est-ce que la politique a connu aussi ces dernières années, en tout cas ces 20 dernières années, une transformation politique? Alors, pour ce qui est de votre première question, donc les 20 ans et les personnalités qui ont émergé, évidemment, il faut retenir les premiers ministres et chefs de gouvernement. Il y avait à l'époque, en 99, lors de l'intronisation de Sa Majesté, il y avait Abdelrahman Yousfi, premier secrétaire de l'USFP, et qui était une grande figure de l'opposition à l'époque, depuis les années 60. Donc, évidemment, c'est un profil qui retient l'intérêt. Deuxième profil qui retient l'intérêt, me semble-t-il, c'est son successeur à la tête du gouvernement, Driss Jetto. Driss Jetto, parce qu'il est venu avec une approche efficiente des politiques publiques en menant des réformes à marche forcée, et ça a donné un certain nombre de résultats de 2002 à 2007. Le cabinet Jetto a été un cabinet réformateur. Le cabinet qui a suivi... Réformateur, c'est-à-dire, quand vous dites réformateur, parce que là on est sur la séquence politique 2002-2007. Oui, 2007, il y a un certain nombre de réformes sur le plan des sociétés commerciales, sur le plan de la libéralisation de l'économie, sur le plan de certain nombre de structures qui étaient posées. Le Maroc émergent, c'est lui, c'est sous son cabinet qu'il y a eu le Maroc émergent. Avec la stratégie et oui, toute la stratégie, etc. Donc il y avait des problèmes qui étaient posés avec des réponses appropriées. C'est une séquence politique marquée par... Parce que je rappelle qu'à cette époque-là, Driss Jetto était ministre de l'Intérieur avant d'être nommé Premier ministre. Bien d'accord. Oui, donc la ministre de l'Intérieur et ensuite... La volonté politique de structurer le champ économique et de confier cette responsabilité, cette charge à des technocrates. C'est bien ça? C'est la dominante du cabinet Jetto, avec d'ailleurs des profils pointus qui ont fait du travail réformateur, qui étaient soutenus par Driss Jetto comme chef du gouvernement, qui avait évidemment l'appui royal. C'est une période intéressante. Maintenant, on a un peu de recul et on peut mieux évaluer les différentes séquences. Le gouvernement Abbas Fassi 2007-2011 avait des axes de réforme, mais n'a pas été servi par les circonstances, notamment la crise financière mondiale 2008-2009, la crise des subprimes, puis il y a eu la contestation liée à ce qu'on a appelé le printemps arabe, donc le parcours de ce cabinet a été heurté. Et puis, alors, avec les élections de 2011 et la nouvelle constitution... On va rester, Moustapha Saimi, si vous permettez, sur l'avant 2010 et l'après 2010, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après, en tout cas d'un point de vue politique. Sur ces deux cabinets ministériels, ces deux gouvernements, de 2002 donc à 2011, donc avec la tranche 2002-2007 et 2007-2011, est-ce qu'il y a eu des faits marquants d'un point de vue politique? C'est-à-dire des politiques qui ont pris des décisions, qui ont marqué les consciences, les consciences des Marocaines et des Marocains, des choses concrètes qui ont été faites selon vous, au-delà de l'aspect forme, au-delà de l'aspect homme d'État, incarné, véhiculé par Driss Jetto par exemple, entre autres,
mais est-ce qu'il y a eu, on a eu du vrai politique pendant cette période-là? Alors, je vais répondre sur ce point, mais préalablement, avec cette précision, c'est pendant cette décennie-là qu'ont été lancés un certain nombre de grands chantiers du fait de l'impulsion royale et qu'ont été mises en œuvre des stratégies sectorielles. Politique des grands, des grands chantiers, des grands investissements. Et des stratégies sectorielles. C'est important à relever. Ça, c'est le fond. Ça, c'est les hommes politiques. Oui, mais c'est le fonds économique, c'est le fonds économique de cette période-là. C'est une période de lancement de chantiers avec des visions, des objectifs, des stratégies sectorielles dans différents secteurs. Agriculture, le plan Maroc Vert 2007-2008, le plan Halieutis. Est-ce que durant cette période, on a fait de la politique? Oui, j'y viens. Voilà, c'est pour ça que c'est ce qui m'intéresse. C'est une forme de politique. Oui. Alors, ce que on peut retenir de cette période-là, c'est essentiellement... me semble-t-il, ce plan politique, je crois que ce qui reste dans la mémoire collective et dans la vie politique, ce sont les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, qui ont fait plus d'une quarantaine de morts, etc. C'est quelque chose qui est un marqueur dans le déploiement de notre vie politique. Pourquoi? Parce que jusqu'à cette date-là, on disait il y a l'exception marocaine. Le Maroc est un havre de paix, alors que le reste de la région ailleurs est en crise, a du terrorisme, djihadiste ou non, etc. Ça, c'est la fin de ce qu'on appelait l'exceptionnalisme marocain, c'est-à-dire que nous sommes confrontés aux mêmes menaces et il n'y a pas de risque zéro. Ça, c'est important. C'est important également sur le plan de la politique royale. Parce que dans le discours qui a été fait par le souverain le 29 mai 2003, exactement, le souverain a fait un discours d'autorité. Il a dit d'ailleurs « fini la récréation », c'est l'expression, etc. C'est dans la pensée du souverain, il y a deux périodes, me semble-t-il. Il y a une première période, début du règne, juillet 99, mai 2003. Et il y a une deuxième période, 2003 jusqu'à aujourd'hui. La première période est une période de permissivité, si je puis dire. Je suis bien d'accord avec vous. Et la deuxième période est une période de renforcement de l'autorité de l'État et de préservation de la légalité. C'est extrêmement important. Est-ce que de 2000 à 2011, donc il y a eu les deux échéances législatives 2002 et 2007, il y a des hommes politiques qui ont fait de la politique? C'est ce que je vous demande en fait. Est-ce qu'il y a eu de vrais débats politiques, de vraies personnalités politiques, de vrais actes politiques? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que je vais mettre en équation les réactions et comportements des citoyennes et citoyens marocains lorsqu'il y a des rendez-vous électoraux. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a une phase de décroissance en matière de taux de participation. Donc, voilà. Est-ce que d'un côté, il y a un champ politique, les partis politiques, le SFP qui est arrivé en tête aux élections législatives 2002, un taux de participation de 51%. On a l'Istiqlal qui est arrivé en tête en 2007, avec un taux de participation de 37%. Oui. Voilà, des technocrates aux responsabilités, il y avait une vision politique des grands chantiers à la japonaise, il n'y a pas de souci, structure un peu l'économie, des filières et autres, on en a parlé lundi, mais politiquement. Ce qui est nouveau dans cette période-là, c'est essentiellement l'apparition du PAM, Parti Authenticité et Modernité. C'est-à-dire qu'avant cela, il y avait les partis traditionnels. Il y avait les partis traditionnels où il n'y avait rien de particulier à relever, ni au niveau de l'Istiqlal, puisque c'était on a parlé de la Koutla pendant... Donc l'enjeu, c'était de parler de la Koutla pendant 10 ans. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Oui. Donc, ce qui explique le fait qu'il y a cette décroissance en matière de taux de participation aux élections. J'y viens. Je vais d'abord finir par répondre à votre question. Il y a eu donc ça et le fait qu'un proche du souverain ait investi le champ partisan et politique. En l'occurrence, Fouad Al-Elima, qui s'est présenté aux élections législatives, c'est 2007. Oui. 2007, s'est présenté aux élections de 2007. Et communal de 2009. Puis il a fait un groupe parlementaire à la rentrée d'octobre 2007. Puis la création de la fusion de 5 partis pour faire le PAM en août 2008 et la création du mouvement pour tous les démocrates. Tout cela parce que... Suivi par le Congrès constitutionnel
et constitutif, plus exactement, du PAM au début 2009. Tout cela parce ça, c'est un fait, me semble-t-il, qui est significatif de cette période. Tout cela parce qu'au début des années 2000 jusqu'en 2007, donc, les partis politiques n'ont pas fait de politique. Et le taux d'abstention était encore... Et le taux de participation était en train de dégringoler d'élection en élection. D'ailleurs, c'est intéressant que vous dites ça. Vous avez fait référence à l'émergence et la création d'un nouveau parti politique qui était le PAM à l'époque, parce que la principale motivation, c'est Hassan Benaddi d'ailleurs, un des cofondateurs du MTD du PAM, qui a fait cette déclaration en disant « j'ai été interpellé, et nous avons été interpellés par le faible taux de participation ». Et pour construire un Maroc dynamique, ouvert, démocratique, et qui tend à être doté d'un modèle de développement performant, il nous faut nécessairement un taux de participation et l'adhésion politique des citoyens marocains aux partis politiques. Ça veut dire qu'il fallait, comme il le disait d'ailleurs au sein du PAM, il fallait essayer de réhabiliter la politique aux yeux des citoyens, et il fallait en même temps défendre un projet progressiste, moderniste, social-démocrate, qui allait être le contre-pied de l'autre projet défendu par la mouvance islamiste et le PJD, considéré, pour ce qui est de ce projet, comme étant un projet conservateur, rétrograde, voire même obscurantiste. Ça, c'était le discours du... C'est sur ces éléments-là que s'est fait le premier montage de l'articulation de notre système de partis. Ça continue d'ailleurs jusqu'en 2019. Voilà, mais le taux de participation des citoyens est un bon indicateur, me semble-t-il. Un bon indicateur macro-politique, parce qu'on parle d'un indicateur macro-éco, mais macro-politique. Parce que de se dire aujourd'hui, est-ce que le faible taux de participation, Moustapha Saimi, selon vous, et le fait qu'il soit en décroissance entre 2002 et 2007, même s'il y a eu un léger pic en 2011 et en 2016, mais grosso modo 2007, c'est 37% de taux de participation. 2007. Est-ce que pour vous, c'est une défaillance citoyenne, pour l'époque en tout cas, ou une expression démocratique dans un Maroc qui était en construction, porté par des ministres technocrates? Je vais répondre sur ces différents points, si vous le permettez. Le problème de la participation électorale et du taux modeste tient au fait que l'offre politique qui est faite par les partis politiques ne satisfait pas les électeurs. Je vous ai donné un chiffre ici, une fois, je vous le rappelle, 2016, il y a 23 millions de citoyens en âge de voter qui ont 18 ans. Il y en a près de 16 qui se sont inscrits sur les listes électorales. Un peu moins. Et 15,6 exactement. Et 6 millions à peu près qui sont rendus aux urnes. Et le premier parti qui est arrivé à tête avait 1,6 million de voix, en l'occurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème de civisme, d'abord. Et oui, c'est un devoir civique. Ça veut dire dans la forme de citoyenneté politique. Eh oui, c'est une forme de civisme. D'ailleurs, la Constitution dit que c'est un devoir. Le fait de voter est un devoir qui n'est pas sanctionné, mais c'est un devoir. C'est le fait que les citoyens considèrent que ce qui leur est proposé n'est pas attractif et ne justifie pas qu'ils aillent aux urnes lors du vote. Ce qui est proposé par le politique ou ce qui est en train de se faire au niveau du pays? Non, attendez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux grilles de lecture. Oui. Je vais répondre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on avait, dans les années 2000, entre 18 et 20 partis. En 2007, on avait 18 partis, on en avait 20 auparavant, etc. Aujourd'hui, nous sommes à 34 partis. On pourrait penser, sur le papier, que le fait qu'il y ait 34 partis est de nature à susciter l'intérêt, à doper la participation, à susciter l'intérêt. Or, ça n'est pas le cas. Ça a eu l'effet inverse. Le phénomène inverse, c'est même contre-productif, c'est que plus il y a de partis, me semble-t-il, et moins il y a le désir de la participation politique. Et si je vous dis, parce qu'il n'y a pas de... c'est quoi le clivage idéologique de la séquence politique 2000-2010, par exemple? Est-ce qu'il y avait un clivage idéologique fort? Un vrai marqueur idéologique fort, à part le fait de se revendiquer du mouvement national, à part le fait de se revendiquer plus de gauche, plus du centre ou plus de droite, grosso modo, ce qui ne parle pas forcément d'ailleurs à l'ensemble des citoyens, mais quid du clivage idéologique? Le problème qui s'est posé pour cette première décennie du règne, donc 2000-2010, c'est la confusion quant au clivage politique. Pourquoi ?
c'est venu du cabinet d'alternance, on l'oublie. Le cabinet d'alternance dirigé par Abdelrahman Yousfi, premier secrétaire de l'USFP, le cabinet qui a été nommé en mars 1998 jusqu'à octobre 2002, c'est un cabinet qui a duré 4 ans. Il avait quoi dans sa majorité? Il avait les partis de la Koutla, l'USFP, dont il était le premier secrétaire, l'Istiklal et le PPS. Et il avait plus le MP. Non, c'était pas le MP, c'était le FFD, qui est un parti issu de la scission, etc. Ce bloc-là, ce front de la Koutla, ne faisait qu'un tiers des sièges au sein de la Chambre des représentants. Les 2 tiers manquants, en tout cas, étaient occupés par des partis politiques dits administratifs. Le souverain Feu Hassan II a monté une majorité en disant à Yousfi, vous n'avez qu'un tiers des voix, mais pour avoir la majorité absolue, je vais vous garantir une majorité pendant 3 ans. Si bien que l'ouverture s'est faite à partir des partis de la Koutla vers des partis comme le RNI et le MP. Partis décriés auparavant pour des partis administratifs. Sans aucune idéologie. Sans aucune... Oui. Pardon. L'accord s'est fait sur un programme. On arrive en 2002. Pour les électeurs, il y a confusion. Qui est de gauche, qui n'est pas de gauche? Je dis pas de droite parce que la question de la droite au Maroc est compliquée. Et donc, il y a eu accord de 5 partis à l'époque sur un tronc commun programmatique qui fait que ça n'a pas donné de lisibilité aux différences pouvant exister entre les partis et ça a porté atteinte à leur identité politique et à leur identité historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre 2002, les élections législatives, et les élections législatives anticipées du 25 novembre 2011, c'est-à-dire durant toute cette séquence-là, oui, il n'y a pas eu d'idéologie qui a donné lieu à un clivage entre les formations politiques. Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut je vous dis ça et vous allez comprendre pourquoi après. Ça veut dire, écoutez-moi. Ça veut dire que c'est le montage qui a été fait dans le cabinet d'alternance qui s'est prolongé suivant différentes modalités jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011. Si bien que de 1998 à 2011, on a eu des partis qui étaient au gouvernement ensemble, mais pendant 13 ans, venant de parcours historiques différents, avec des valeurs différentes, mais ils étaient d'accord sur un programme. Ça permet de lisser les aspérités et les clivages historiques pouvant exister entre les uns et les autres. Mais c'est vrai que si on met en parallèle le taux de participation, on comprend aussi pourquoi il y a, pourquoi en tout cas les raisons qui auraient poussé certains Marocains à ne pas fréquenter les urnes le jour de l'élection. Voilà, c'est simplement. Mais ensuite 2011, c'est pour ça que je dis est-ce qu'il y a un avant et un après. Oui. Après 2011, parce qu'en 2011 c'est au-delà du fait de la victoire du PJD qui avait toujours été dans l'opposition, on avait émergé un discours très moralisateur. Donc est-ce que l'absence de clivage idéologique durant la première décennie, 2000-2010, a donné lieu et a préparé un petit peu le terrain, a été le terreau fertile pour une formation politique qui a placé le curseur idéologique du débat et de la prise de parole publique sur le terrain de la morale. Le fait nouveau et, me semble-t-il, majeur des élections 2011 est le suivant. Il y avait des partis politiques qui cohabitaient ensemble depuis 1998, les uns venant de la Koutla, les autres d'autres repères, et la qualification était celle de partis administratifs. On arrive en 2011, qu'est-ce qui se passe? Il y a irruption dans le champ partisan, qui était un champ confortable, où les alliances étaient faites, où on se pratiquait les uns les autres, d'un intrus venant des urnes et qui surclasse tout le monde et qui se retrouve premier donc au résultat du 25 novembre de 2011. Plus encore, il a une prime, parce que c'est la prime du gagnant, du fait de l'article 47 de la nouvelle Constitution, qui fait que le parti arrivé premier, il est chef du gouvernement. Avec quelle idéologie? Je rappelle que vous avez... Pardon, c'est pas une idéologie moralisatrice, c'est quelqu'un dont l'origine et le substrat ne relèvent pas des paramètres de tous les autres partis.
Ce n'est pas un parti du mouvement national, comme l'Istiqlal, l'USFP, le PPS. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas un parti dit administratif, comme le RNI, l'UC, l'UMP. C'est un parti qui vient des entrailles de la société, du substrat le plus authentique de la société, parce que le Maroc est un pays musulman. Et donc, c'est un paradigme différent, ce sont des valeurs différentes, et c'est là que ça a posé, et ça a bousculé les clivages qui s'étaient atténués d'ailleurs auparavant, parce que le clivage s'est fait maintenant entre quoi? Et ça continue, entre un parti à référentiel religieux. Le PJD n'aime pas dire que c'est un parti religieux, ils disent c'est un parti à référentiel religieux, mais c'est... Référentiel islamique, pour être précis. Référentiel islamique. Donc le clivage aujourd'hui, Clivage idéologique? Non, c'est un clivage entre des partis qui ont une longue période d'alliance, d'union et au sein de différentes majorités. Exemple, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'UC, le RNI, le MP, etc. En tout cas, voilà. Et d'un autre côté, un parti qui vient de la matrice religieuse et qui vient du plus profond de la société. Sauf que, et ça s'est accentué en 2010-2011 lorsqu'ils ont remporté les élections, à aujourd'hui, même si ça s'est légèrement atténué depuis quelques mois, cette formation politique a rameuter et amener l'ensemble des formations et des partis politiques sur le terrain de la morale. Dans le débat public, dans le discours, rappelez-vous, en 2011-2012, la culture de l'art propre, toutes ces choses-là, et tout ce qui a pu être reproché aux responsables politiques de cette formation-là, c'était ça. Donc on était... Ils disent pas la morale, ils disent les vertus, les vertus islamiques. Oui, mais si on veut le voir de manière... Ils n'ont jamais employé le mot moral. On peut le voir en tout cas. Voilà. Moi, je le vois comme tel, en tout cas. Voilà. Donc, sur le terrain de la morale, beaucoup leur ont reproché, d'ailleurs. Oui. Voilà, de vouloir endosser un petit peu le chantre de la morale. Ils ont corrigé. Ils ont corrigé ensuite. Ils ont corrigé ensuite. À partir de 2013, oui, ils ont corrigé. mais c'est un moment de se dire, donc, avant 2010, pas de clivage idéologique. On s'entendait plus ou moins, Koutla et autres, ça arrangeait un petit peu tout le monde, sauf les Marocains qui ont déserté les urnes. Après 2011, émergence d'un parti politique qui n'est pas apparu du jour au lendemain, puisqu'il était déjà dans l'opposition. Et donc, avec une idéologie... politique et référentiel islamique, mais qui a amené aussi le débat public sur le terrain de la morale. Simplement de se dire ça, est-ce que si je présente les choses ainsi, est-ce que c'est simplifié, caricatural ou c'est... Pas seulement sur la morale, si vous permettez, c'est... il faut peut-être aller plus loin sur les valeurs et le projet de société. Parce que la morale, c'est restrictif. Ben, rappelez-vous, à cette époque-là, 2011-2012, nous, on n'est pas des voleurs, nous, on est honnêtes, nous, on va pas se servir. Mais ça a duré un an et demi. C'était au début du gouvernement Benkiren. On a eu ça, en tout cas, l'après 2010. Oui. De 2011-2012 à 2013, ils ont corrigé. Le clivage fondamental qui continue à peser sur la vie politique, c'est d'un côté le projet de la mouvance islamiste porté par le PJD, et de l'autre côté un projet qui se veut, qui se proclame démocratique, moderniste, celui donc qui est porté par le RNI, l'UC, l'USFP, le PPS aussi, et les autres partis. Est-ce que pour autant, en termes d'audience populaire, ne serait-ce que sur la deuxième décennie, donc 2010 à aujourd'hui, en 2019, quel est selon vous le camp idéologique, plus ou moins, qui a ou qui aurait le plus d'audience? Est-ce que c'est celui qui prône le conservatisme? On l'a vu d'ailleurs avec la douloureuse adoption de la réforme du système éducatif. Ou est-ce que c'est le camp qui revendique l'ouverture, la mondialisation, la modernité, sous toutes ses formes? Le camp qui a le plus de résonance et où il y a un impact important dans l'opinion publique, c'est le camp de la mouvance islamiste. Le camp des... Ah oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont en phase avec les valeurs de chaque citoyen marocain. Parce qu'il leur dit, ça tient à la place de la religion. Ça tient au quotidien. Ça tient au fait qu'on a essayé toutes les idéologies
Vous savez, qui parle de communisme maintenant? Non, mais tout ça, Qui parle de socialisme? Non, attendez. Qui parle de 25 ans. socialisme? Qui parle de nationalisme arabe? Plus personne. Qui parle du bassisme syro-irakien? Plus personne. Qui parle de Maghreb? Ce qui reste, c'est le fondamental, c'est-à-dire les valeurs. Le Marocain, il est musulman, et donc il est plus réceptif forcément à un parti qui met en exergue la défense de la religion. Sauf quand on lui parle de l'école, de l'avenir de ses enfants, sauf quand on lui parle d'économie et l'avenir aussi de ces jeunes qui doivent nécessairement monter dans le bon wagon économique pour décrocher un emploi et puis avoir des perspectives au niveau de leur vie, sauf quand on leur parle de santé, où ils ont les exigences légitimes d'avoir des hôpitaux de qualité, sauf quand ils prennent leur voiture, qu'ils ont envie de faire un trajet Casablanca-Marrakech sur une autoroute, sauf les citoyens de manière tout à fait légitime aussi de vouloir ambitionner de vivre dans des villes attractives et sûres. Parce que est-ce que les vrais sujets de débat aussi aujourd'hui, c'est pas cela, des débats qui ont été occultés durant la première décennie et encore aujourd'hui dans la deuxième décennie où j'ai vu aucun parti politique porter un débat sur le Maroc, sur l'école, sur la santé, avec une vraie vision et un vrai plan d'action. Je n'en ai vu aucun. Qu'est-ce qui est attractif? Il faut décliner l'approche suivant les catégories socio-professionnelles. Dans le monde rural, vous croyez qu'on est réceptif à un discours sur la modernité et sur la liberté d'expression et sur l'égalité de l'homme et de la femme? Pas du tout. Est-ce qu'on les écoute? Non, oui, mais attendez. Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les entend, ces populations? Donc là, c'est la réception du modèle moderniste et démocratique porté par un certain nombre de partis, qui sont d'ailleurs aujourd'hui de la majorité, qui pose problème parce que au niveau du peuple, ça n'a pas beaucoup d'effet. On pense que ça n'a pas beaucoup d'effet. Non, ça n'a pas d'effet. Je vous invite à aller faire une réunion dans un quartier populaire ou dans le monde rural sur la modernité et le projet démocratique. Vous allez voir comment vous serez reçus. En revanche, vous faites la réunion sur le thème l'islam et la modernité, l'islam et la justice sociale, vous faites le plein de la salle. Alors ça, c'est une partie de la population. La deuxième partie, effectivement, ce sont les classes moyennes. Les classes moyennes urbaines sont extrêmement interpellées par les conditions de travail, de vie, qui sont les leurs, par le sort de leurs enfants, et le fait que, évidemment, elles se positionnent par rapport à ce clivage qu'on a évoqué tout à l'heure. Les classes moyennes, une partie des classes moyennes votent pour la mouvance islamiste. Oui, non, mais cette année, je vais vous donner un exemple. Les plus grandes villes du Maroc. Peut-être faute d'alternatives politiques. Non. Les plus grandes les plus grandes municipalités du Maroc sont entre les mains de qui? Sont entre les mains du PJD. C'est quand même un phénomène intéressant. Ça prouve bien qu'il y a une sociologie de l'électorat PJD qui est urbaine. Il a d'ailleurs beaucoup de difficultés à s'implanter dans le monde rural. Mais dans cette sociologie urbaine, il y a les classes moyennes et classes moyennes supérieures qui votent pour la mouvance islamiste, et vous avez d'autres classes qui votent pour des partis se présentant comme étant modernistes, qui votent USFP, qui votent UC, qui votent MP, qui votent RNI, etc. C'est ça le clivage. Il n'y a pas un concept global, fourre-tout, de classe moyenne. Les classes moyennes sont aussi partagées que les autres par les débats actuels que vous avez évoqués. Les partis politiques, avec l'émergence effectivement d'une véritable classe moyenne supérieure, même classe moyenne légèrement inférieure, est-ce que c'est pas ça qui titille aujourd'hui et qui a bousculé les partis et qui effectivement modifie un petit peu le rapport de force et relationnel et la relation entre le politique et le citoyen depuis une dizaine d'années? Le politique, lorsqu'il a des problématiques auxquelles sont confrontées la classe moyenne et sur lesquelles il est interpellé, il a beaucoup de mal à répondre. Oui. La question du pouvoir d'achat, par exemple, voilà, c'est des vrais sujets de débat interpellatifs dont sont interpellées les formations politiques depuis 10 ans. Et ils ont toujours beaucoup de mal. Ils préfèrent du coup regarder du côté des populations rurales. Les partis politiques ont des discours et des programmes. Ils sont au gouvernement, pour la majorité d'entre eux, exception faite du PAM et de l'Istiqlal. Quels sont les résultats de leur participation au gouvernement?
Évidemment, ce sont des résultats qui ne sont pas significatifs. Est-ce qu'il y a un parti politique qui arrive à parler à la classe moyenne? Parce que, selon vous, est-ce que ces 2 décennies politiques, et surtout la dernière d'ailleurs, 2010 à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un seul parti politique qui arrive à parler à la classe moyenne? Il y en a un. Oui. Il y en a un depuis 1 an, c'est le parti de l'Istiqlal de Nizar Baraka qui s'est réorienté précisément sur la défense des intérêts des classes moyennes et de leurs conditions de vie. Le reste, non. Sauf que la position politique adoptée par l'Istiqlal et par Nizar Baraka et sa formation politique lors du vote de la réforme de l'école et du système éducatif, où les membres députés donc, de l'Istiqlal présents dans la commission ont adopté la même ligne que le PJD, c'est-à-dire ils se sont abstenus. Est-ce que ça parle à la classe moyenne? Et est-ce qu'en faisant ce geste politique, cet acte politique, ils envoient un message fort à la classe moyenne marocaine? Parce que la position d'Istiqlal à propos de la réforme du système éducatif et du statut avec leurs arguments, ils sont elle est celle-ci. Au départ, ils étaient contre. De la même façon que le PJD. Après, ils ont réévalué la question en estimant qu'il ne fallait pas laisser au seul PJD le monopole de la défense de la langue arabe. Oui. C'est la position historique traditionnelle du parti d'Istiqlal. Oui. L'élément qui est intervenu, qui n'a pas pris auprès des opinions publiques. Et quand je vois la réaction des réseaux sociaux par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que le Istiqlal a été malmené sur les réseaux sociaux par le fait qu'effectivement il ait cet alignement au PJD, parce qu'effectivement il ne faut pas laisser le PJD seul comme défenseur un peu là. Oui. Mais il a évolué, et il s'est rallié à la position finalement qui est celle de la majorité. En tout cas aujourd'hui, la semaine dernière, parce que c'était mardi dernier, voilà, c'était mardi dernier, donc tous les partis de la majorité, et donc les partis même, y compris de l'opposition, ont voté pour la réforme du système éducatif. Le PJD s'est abstenu. Et avec 2 votes contre. Avec 2 votes non pour le PJD. Oui. En tout cas, est-ce que quand vous dites que je vous ai posé je vous répète la question d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un seul parti politique aujourd'hui, au bout de 20 ans, qui arrive à parler à la classe moyenne? Vous m'avez cité Nizar Baraka et l'Istiqlal. Oui, c'est le seul. Est-ce qu'avec cet acte politique, le fait de s'opposer avec leurs arguments à l'adoption de la nouvelle loi pour la réforme du système éducatif, est-ce qu'ils envoient un message positif et subliminal à la classe moyenne marocaine? Le message est envoyé parce que la position du parti quel message est envoyé? Attendez, le message est envoyé parce que la position du parti d'Istiqlal, c'est de dire les classes moyennes ont un statut, une fonction importante pour ce qui est de la stabilité d'un pays. Et c'est vrai. C'est-à-dire que donc il faut prendre la mesure des conditions dans lesquelles vit cette classe moyenne, ses conditions de vie de travail, son pouvoir d'achat, et c'est pour ça qu'il appelle à réorienter la politique sociale et la politique économique en faveur des classes moyennes. C'est le seul parti qui s'est prononcé de cette manière aussi accentuée en faveur des classes moyennes. En tout cas, il y a un parti qui s'appelle le RNI qui, dès le départ, s'est positionné pour la réforme et pour l'introduction des langues étrangères. L'Istiqlal s'est abstenu, mais moi simplement de dire voilà, ces classes moyennes, comme vous l'avez dit, c'est eux qui font tourner l'économie, c'est l'élément stabilisateur, se dire voilà, quel est le parti politique qui parle concrètement à la classe moyenne, celle qui est connectée, celle qui fait l'opinion. Celle qui fait l'opinion, celle qui vous écoute, celle qui nous suit qui suit l'info en face, c'est cette voilà. Vous ne pouvez pas réduire la problématique des classes moyennes aux positions des différents partis sur la question du statut des langues étrangères. C'est trop réducteur. Non, moi, vous savez, il y a 2 choses qui sont... C'est pas ça qui permet d'avoir un éclairage sur les certainement raison. À propos des... En tout cas, il y a 2 choses qui sont essentielles pour les Marocaines et les Marocains. 1, c'est l'école. 2, c'est la santé. L'habitat. Oui. Mais restons déjà... Fondamentalement, c'est l'éducation, la formation. Et la santé. Bien sûr, la formation, bien sûr, et tout ce qui va avec. Mais bon, voilà. Donc, c'est par rapport à tout ça, se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, au bout de 20 ans, ma première question, là, d'ailleurs, c'était le premier volet du débat, est-ce qu'il y a un politique ou un parti politique qui a marqué l'histoire du pays de par la prise d'une décision, une action politique concrète? On n'a pas vu grand-chose. Clivage politique, idéologique, du moins la première décennie 2000-2010, pas grand-chose, on s'entendait tous. Voilà. Parapluie, Koutla et autres. Il y avait un accord commun. Ensuite, 2011, Parti Justice et Développement qui a dit, bon, moi, l'idéologie,
messieurs, dames, je vous invite à aller sur le terrain de la morale. Voilà. On a vu d'ailleurs que la morale a atteint ses limites aussi, parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à faire tourner une économie et qu'on répond aux exigences sociales. Donc là, on est sur la deuxième séquence. Oui. 2011-2019. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, Moustapha Saimi, c'est 2019-2039. Ça va être avec qui? Ça va être avec quoi? On a un point de départ qui va être 2021. Beaucoup d'attentes, énormément d'attentes. De la classe moyenne, mais pas que. Sur se dire, voilà, on a envie aussi, nous les Marocains, de pouvoir avoir un nouveau projet politique porté par des vrais politiques sur les choses qui sont essentielles. Pas nous redire ce qu'on nous a dit depuis 20 ans, mais d'avoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'attractif, quelque chose qui soit un peu sexy aussi, et qui soit attirant. Est-ce que, je pense que c'est des attentes légitimes, oui. Il y a aujourd'hui, en 2019, assurément, la fin d'une séquence politique et historique. Elle a donné ce qu'elle a donné, il faut l'auditer pour en tirer les conclusions. Qu'est-ce qu'elle a donné rapidement, malgré tout? De grands chantiers infrastructurels. On ne le dira jamais assez. C'est de l'éco, ça. Comment? C'est de l'économie, essentiellement. Ah oui, mais et du social. C'est pas négligeable. Oui. C'est pas négligeable. Le Maroc d'il y a 20 ans, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Sur le plan infrastructurel, en un mot, Tanger-Med, la ligne grande vitesse, 1800 km d'autoroute, 56 km de route, les ports, les aménagements. 1 million de passagers dans le TGV. Non, mais je suis d'accord. Non, mais ça, c'est le de l'éco. dire. Mais oui, on l'a dit, on l'a fait des balades. Je vais poursuivre. Allez-y. Mais sur le terrain politique, ensuite, sur le plan social, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Oui. Il y a toute une politique de proximité, impulsée d'ailleurs par le souverain, qui se démultiplie dans toutes les régions, dans des directions de toutes les catégories sociales, les handicapés, les femmes veuves, les enfants, tout ce qui est fait pour la scolarisation des enfants dans le monde rural, il y a des acquis. Sur le plan politique aussi, il y a des acquis. Les espaces de liberté, c'est quand même extrêmement important, ce que nous avons aujourd'hui. Vous savez, il y a des espaces de liberté, il y a des acquis, il y a des droits qui ont été consacrés, des droits et libertés. La nouvelle Constitution, elle a une vingtaine d'articles où il y a le bloc des libertés, des droits fondamentaux. Est-ce qu'il y a un déficit croissant et structurel du leadership politique aujourd'hui? Non, qui s'est accentué ces dernières années, avant de basculer sur l'après-2019. Le problème, il est simple. Nous avons un grand texte constitutionnel avec de grandes avancées. Le problème, c'est comment ce texte-là, il est intégré dans la pratique politique. Par les politiques. Par les politiques et les citoyens. Oui. Les citoyens qui ne votent pas, qui ne votent qu'à 43%, comme en 2016, ne jouent pas le jeu, ne participent pas à la construction démocratique. Nous avons ce système-là, c'est-à-dire un cadre institutionnel d'avant-garde qui traduit de grandes avancées. Nous avons des acteurs politiques et partisans qui sont là dans ce cadre-là, mais qui n'utilisent pas toutes les ressources offertes par ce cadre et qui ne sont pas imprégnés de la culture politique qu'implique cette nouvelle constitution. Ça veut dire quoi, Moustapha Saimi? Ça veut dire que si on veut continuer à avancer, à trouver une direction et à la prendre, il va falloir nécessairement resserrer les rangs. C'est-à-dire que les citoyens qui doivent voter se mettent à voter. Oui, le personnel politique doit se comporter comme responsable politique, doit prendre des décisions, doit les assumer, doit être comptable. Est-ce que c'est ça qu'il va falloir nécessairement arriver à mettre en place? Ce sont des vœux pieux. Tout le monde est d'accord sur le fait que les citoyens doivent voter massivement, que les partis politiques doivent jouer leur rôle, etc. Mais je n'ai pas le mode opératoire. Mais il faut un projet. Non, d'abord le projet mobilisateur, je veux dire. On va revenir sur le projet. Il faut, quels sont les vecteurs et les leviers de réforme pouvant conduire à ce que tous, citoyens, acteurs politiques ou autres, investissent le nouveau champ offert par la nouvelle Constitution. Ça n'est pas le cas. Il y a deux choses qui sont revendiquées quotidiennement, et d'ailleurs depuis des années par les Marocaines et les Marocains, c'est plus d'égalité, plus d'équité.
sociale et territoriale. mais Donc c'est comme ça qu'on construit un... Mais ça relève des politiques publiques. Oui. Ça relève des politiques publiques. Qu'est-ce qui empêche que ces revendications-là soient satisfaites? C'est de la responsabilité du gouvernement. Qui a en charge la politique gouvernementale? C'est un cabinet qui a été nommé en avril 2017 et qui, pour l'instant, ne paraît pas accomplir sa mission dans des conditions satisfaisantes. Parce que tout ce qu'on est en train de dire... J'ajoute un point pour ce qui est de l'avenir. Il y a un personnel politique et de haute administration et de hauts responsables qui est en place depuis 10 ans, 15 ans, parfois même plus, etc., qui n'a plus de jus. Ils ont donné ce qu'ils ont pu. Ils sont fatigués ou dépassés par les enjeux? Non. Fatigués ou dépassés par les enjeux? Ils ont donné ce qu'ils ont pu donner. Fatigués ou dépassés par les enjeux? Je vais vous rejoindre. Ils ont donné ce qu'ils ont pu donner, le meilleur de leur potentialité, de leur engagement, etc. Maintenant, il y a un problème de renouvellement des élites au niveau national, mais on n'a pas le mode d'emploi. Comment renouveler les élites si les filières de sélection actuelles ne permettent pas précisément le renouvellement? On a également un problème au niveau des élites locales et régionales, mais je trouve que ce sont les partis qui sélectionnent et qui filtrent, et les partis gèrent des situations électorales et des rentes politiques. Alors, quel est l'enjeu? Je réponds à votre question tout à l'heure, j'ai pas oublié. C'est la fin d'une séquence historique. Oui, il faut qu'on en tire le bilan. Le souverain l'a dit, on l'a oublié. Octobre 2017, devant le Parlement, Sa Majesté le Roi dit qu'il faut réexaminer le modèle de développement. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Parce qu'il génère de l'inégalité, de l'inéquité, de la marginalisation, voire de l'exclusion. Oui, mais... Eh bien, depuis 2 ans, que fait-on pour réexaminer le modèle de développement? Moi, je me dis le modèle de développement, Moustapha Saimi, il ne peut pas y avoir de modèle de développement quel qu'il soit, parce que tous les modèles économiques génèrent des inégalités. La croissance économique produit des inégalités, quel que soit le modèle. Oui, avec des corrections. Simplement, oui, mais en tout cas, ça produit malheureusement les inégalités. Il faudrait à la limite avoir une croissance à taux zéro pour te dire, moi, même si les égalités, j'ai produit zéro. Mais simplement de se dire, cohésion nationale, cohésion sociale. Est-ce que c'est pas ça le principal challenge et le principal défi qu'on doit absolument réussir? Je vous réponds. Pour aller... Je vous réponds. Oui. Il y a 20 ans, quel était l'état des lieux? Il y avait une société apaisée. Oui. La succession dynastique s'est faite dans des conditions exceptionnelles de responsabilité, de maturité. Il y avait de la cohésion sociale. Il y avait une monarchie consensuelle. Oui. Et il y avait l'espoir placé dans le nouveau règne qui aurait un grand changement. Quelle est la situation aujourd'hui, 20 ans après? Est-ce qu'il y a la cohésion sociale? Non. La société est divisée. Le lien social a été atteint. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a les événements d'El Hoceima, c'est une fracture du lien social. Quand il y a ceux de Zrada, c'est la même chose. Quand les dynamiques sociales prennent une forme contestataire, comme pour les enseignants contractuels ou les étudiants en médecine, il y a un déficit de cohésion sociale. Pourquoi? Parce que les revendications ne sont pas portées par les structures chargées de les exprimer, les syndicats, les partis politiques, elles sont en dehors du champ institutionnel. Pour moi, c'est une grande fracture sociale. Deuxième fracture qui me préoccupe pour l'avenir, c'est le fait que la politique, l'institutionnel ont peu de crédibilité aux yeux du citoyen. C'est très difficile, avec ce qui se passe, de dire aux citoyens, il faut vous remobiliser pour revoter en 2020. Ensuite, il y a des formes de contestation maintenant inédites dans la pratique politique qui vont se manifester. On a eu le boycott d'un certain nombre de marques, c'est un boycott économique. Rien n'exclut que cette forme de protestation devienne un boycott politique pour l'avenir. Troisième élément que je voudrais donner pour l'avenir, c'est le fait qu'on a besoin de confiance. Tout le monde insiste sur la confiance. Le président de la CGM que vous avez reçu, qu'est-ce qu'il dit? Il faut restaurer la confiance. Le nouveau ministre des Finances, il dit la confiance. Il y a un problème de confiance économique. Il y a un problème de confiance aussi quant à la prévisibilité des politiques publiques. Non, mais il y a un problème de confiance politique tout court? Non, sur la confiance politique, il y a adhésion de tous
Parce qu'il y a un pôle de stabilité qui est régulateur, c'est la monarchie. C'était pas dans ce sens que je voulais dire ça, mais... Dernier point que je voudrais dire, si vous le permettez, la fin d'une séquence, je l'ai dit, de 20 ans, il y a une nouvelle séquence sur 2030-2035. Oui. Il faut aller au-delà des élections 2021. Mais est-ce que 2021... Après tout, c'est secondaire. Mais est-ce que ça va être... secondaire peut-être pour vous? C'est secondaire. 2021, par rapport aux enjeux du pays, c'est secondaire. Oui, le monde a rendez-vous, tous les pays du monde, tous les pays mondialisés, dont nous, il y a des véritables échéances à partir de 2030, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient au niveau de l'environnement, qu'elles soient économiques, sociales, absolument. Voilà, donc il y a tout ça, donc il y a de vrais enjeux. Donc je voulais pas exclure ces enjeux-là pour le Maroc. Ça primo, Deuxièmement, Moustapha Saymi, en 2021, ou à partir de 2021, vont voter ou sont susceptibles de voter ou sont éligibles au vote ceux qui sont nés au début des années 2000. On a démarré l'émission sur 2000. Ils auront 20 ans. Oui. Donc ceux-là, est-ce que si l'offre politique et le politique n'évoluent pas, si on n'arrive pas à faire émerger du vrai leadership politique, est-ce que ça peut être pénalisant, en tout cas extrêmement embêtant? Je rappelle, ceux qui sont nés en 2000 auront 20 ans en 2020. Ça recoupe mon commentaire, ma préoccupation. Pourquoi je veux que le débat national porte sur 2030-2035 ? Pour offrir, pour les 2 ans qui nous restent avant 2021, offrir aux jeunes auxquels vous faites allusion, la possibilité d'être éclairés sur ce qu'on leur propose. Ce qui est attractif, c'est qui peut les mobiliser. Et de les concerter, de les inviter à la réflexion. Oui, et de les impliquer. Non, de les impliquer en disant, le Maroc de demain, quand vous serez adulte, sera le Maroc que vous voudrez bien faire à partir d'aujourd'hui. Mais avec nous. Bien sûr. Parce qu'on va le construire ensemble. Ben oui. Est-ce que c'est ça qui doit évoluer ? Est-ce que se dire aujourd'hui la flexibilité du dirham, c'est aussi un débat que je dois ouvrir nécessairement avec les populations ? Se dire aujourd'hui la prise en charge des personnes âgées, parce que c'est aussi une contrainte budgétaire et une réalité financière qui arrive, c'est dans l'horizon de 10-15 ans. Est-ce que c'est aussi des débats des débats publics que je dois ouvrir avec les populations marocaines et marocains ? Sachant qu'il faut considérer qu'effectivement, que le citoyen doit nécessairement jouer son rôle. Et qu'à partir du moment où je l'informe et que je le fais participer au débat public, peut-être qu'effectivement, je peux attendre de lui qu'il participe aux élections, qu'il vote et qu'il ait un comportement citoyen. Quelle est la légitimité ? Est-ce que c'est ça le deal ? Quelle est la légitimité de la politique et de sa déclinaison en politique publique ? Pourquoi on a besoin de la politique et on a besoin d'un gouvernement, d'un parlement, etc. C'est pour avoir des représentants qui prennent compte des demandes, des revendications, qui les agrègent et qui les formulent en mesure dans le cadre d'un programme. Quelle est la situation aujourd'hui ? Il y a un affaissement de la capacité réformatrice. Ce gouvernement est en difficulté, tout le monde en convient. La difficulté pour ce gouvernement, c'est comment aller au-delà de 2021 et de la compétition qu'il y a. Ce sont des partis qui sont en compétition, des gens en compétition électorale depuis un an. Depuis un an, ils sont déjà le nez sur l'aiguillon pour 2021, au détriment des problèmes de fond que vous avez évoqués. Il faut arriver à offrir des idées, des motifs d'encouragement et de satisfaction à cette jeunesse à laquelle vous avez fait référence, aux adultes, aux opérateurs économiques, aux exclus, pour dire nous allons mettre en place une politique qui va corriger les inégalités, qui va assurer l'amélioration des conditions de vie et de travail, et donner de l'espoir. Et je fais ce que je dis, ce que je fais. Tout à fait. C'est ça. Et je considère que les Marocains ne sont pas des enfants. Je vais arrêter avec l'infantilisation et je vais aussi faire en sorte qu'ils prennent part à tous les débats. Comme ça, il n'y a pas de levée de bouclier lorsqu'il y a de l'ICE qui arrive et autres. Mais d'ailleurs, ça va être intéressant parce qu'avec la première application des premières réformes du champ fiscal, ça arrive, la loi de cadrage de la programmation du PLF 2020. Donc voilà, ça commence là. Donc il faudra aussi beaucoup de pédagogie et faire comme tout le monde d'ailleurs. Je voudrais résumer, si vous me permettez, ceci. Quel est l'état des lieux ? Il est connu, il va être fait. Et nul doute que le souverain, dans son discours du 30 juillet, va revenir sur sa propre lecture de ces 20 ans de règne. Et je pense que nous aurons des éléments extrêmement significatifs à ce sujet. Deuxième point, comment faire le changement ? Tout le monde est d'accord pour faire le changement, mais personne ne veut payer le prix du changement.
parce que tout le monde veut le changement, c'est chez les autres. Il y a un discours sur le changement, il y a une aspiration au changement, mais le changement, est-ce qu'il sera accepté? Parce que probablement qu'on a manqué de pédagogie, je parle des pouvoirs publics, pour expliquer les vertus du changement. Expliquer que s'il y a des efforts, du changement, les enjeux du changement. Et les défis. Ouais. Dire s'il y a des difficultés, si nous avons pris telle ou telle mesure, parce que voilà dans quel cas dans l'inscrit. Autre point, il faut aller au-delà. Je maintiens que les élections 2021, c'est un enjeu mineur par rapport aux grands défis marocains. Le grand défi marocain, c'est 2030-2030, l'économie du savoir, le Maroc digital, la régionalisation, jusqu'où on doit aller, les moyens d'accompagnement de la régionalisation, la consolidation des espaces démocratiques, des droits et libertés. Il faut un cap. Et l'Africain. Bien sûr, tout ça. Le développement continental et la dynamique continentale. Il faut un cap, et il n'y a que si le cap est bien défini sur la base d'une vision que l'on peut mobiliser les citoyens pour adhérer à ce grand projet national. Merci en tout cas. Projet national, donc projet national, il faudra nécessairement de la société, population, cohésion sociale nationale. Et ensuite, on avance tous dans la même direction. La réforme, si vous permettez. On monte tous. La gestion du statu quo n'assure pas la stabilité. Ah oui, la stabilité est assurée par le rythme des réformes et l'adhésion des citoyens aux réformes. Et ce qui coûte le plus cher, c'est l'inertie. Évidemment. Que ce soit en politique ou en économie. C'est ce qu'on pourrait aussi retenir de ce débat, en tout cas sur les dynamiques politiques de transformation de ces 20 dernières années. On a très bien vu au fil du débat qu'effectivement, ça a ronronné la première décennie, ça s'est réveillé la deuxième décennie. Maintenant, il y a un essoufflement. Et donc il va falloir retrouver un nouvel élan, un nouvel espoir, un nouveau rêve. Inch'Allah. Parce que la politique, c'est du rêve, non? Oui. C'est l'art du possible? Non, c'est plus que l'art du possible. Il faut le rêve, parce que le rêve nourrit l'espoir. Complètement. Et c'est bon, on finira d'ailleurs là-dessus, sur cette belle note philosophique du professeur Moustapha Saimi. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Une fois de plus, Moustapha Saimi, professeur de droit et politologue. Je vous souhaite une belle journée, puis de bonnes vacances. Je ne sais pas si Moustapha Saimi, ça lui arrive de prendre des vacances studieuses. Comme toujours. Comme toujours. Merci en tout cas à vous et bonnes vacances studieuses et belle journée.